Bonsoir. C'est une autre session d'analyse de l'actualité en compagnie de nos experts maison qui vous attend. Et bien, les spécialistes de l'info sont sur ce plateau pour vous aider à mieux comprendre les points forts de l'actualité de cette semaine. Il sera entre autres question des conclusions de la phase 5 du dialogue politique et du niveau de leur mise en œuvre, du retour à la normale à la Fédération ivoirienne de football et de nouvelles dispositions en vue pour le service civique en Côte d'Ivoire. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est de notre live talk. Bienvenue. Oyez, oyez. C'était pas du tout Il scénarisé. fallait que je le fasse. Voilà. C'est le nouveau cri de ralliement des supporters de Nice à Sandra. Oyez, oyez. Madame Bleu, elle a dit qu'elle le ferait. Je me suis dit, elle ne le fera pas. Mais finalement, c'était plus fort que vous. C'était plus fort que moi. Ridiculeuse. Oyez, 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 oyez. Voilà. Mais Merci, rien à voir avec madame. l'Africain. Non, non, ça va. Madame Bleu, comment allez-vous? Là, vous êtes en forme ce soir, on sait. Ah oui, à fond. hein. Ouais, à fond, ouais. c'est clair. Rayana, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice. Vous êtes en forme aussi? Peut-être pas autant qu'Edith, mais ça va, je tiens le coup. Elle a le rire à fleur de peau. vous voyez, Ouais, les exactement. Oh non, toujours les mots. Alain Toussaint, bonsoir. Franchement. fleurs. Bonsoir, Brico. C'est le jeudi de la poésie. C'est ça. Et lui n'a pas dit son dernier mot, enfin, même pas le premier. Élisée Bouloubou. Arrêtez, Alain. Oh, mais c'est top ça. Merci, Alain. Ben, je dis maintenant le premier mot. Allez-y. Bonsoir, Brice. Je vais très bien. Mais elle en a dit plus tôt. J'espère en dire plusieurs après. On Je compte vous sur assure. toi. Et nos téléspectateurs sont très nombreux tous les soirs à nous regarder. Ils nous regardent également sur nos pages des réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux, comme tous les soirs. Et nous vous lirons. Nous lirons vos réactions. En tout cas, celles qui sont pertinentes, celles qui sont courtoises, celles qui sont sympathiques. Nous les lirons. Celles qui sont respectueuses surtout. Et puis pour les autres, Débrouillez-vous. j'ai une petite idée. J'ai une petite destination pour... Vous l'avez noté, hein? Bon, enfin, décryptage, s'il vous plaît. Alain Toussaint, question pour vous, hein, comme en interrogation de classe. Où en est-on avec la mise en œuvre des conclusions du dialogue politique? Mais écoutez, exactement 2 mois après la fin de la 5e phase du dialogue politique, l'opinion s'interroge sur la mise en œuvre de Forcément. décisions qui avaient été prises, des engagements, et notamment la réforme de la CEI, la révision de la liste électorale, le financement des partis politiques et d'autres points encore sur lesquels on reviendra. Mais il semble que chaque camp soit occupé à se déployer sur le terrain. Donc les accords l'engagement qui avait été pris tarde un peu à prendre corps. Élisée Bouloubou, êtes-vous d'accord avec ceux qui disaient que toute cette gymnastique, tout ceci n'était que du folklore? Non, je ne suis pas d'avis avec ceux qui pensent que c'était du folklore. C'était essentiel. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, même ces derniers jours, dans les déclarations de certains hommes politiques, même de l'opposition, ont reconnu quand même qu'il y avait eu des avancées dans la mesure où tout s'était accordé sur les résolutions qui avaient été prises à l'issue de ce dialogue politique. Donc, on n'a pas dit que c'était juste du folklore. Maintenant, on ne peut pas de vue aussi qu'il y a un comité de suivi qui avait été mis en place des résolutions qui avaient été prises au niveau du au niveau du dialogue, de la phase 5 du dialogue politique. Et je crois que ce comité est encore fonctionnel. C'est vrai aussi que on n'entend pas beaucoup de choses, parce que je pense aussi que c'est peut-être une des méthodologies qui a été aussi adoptée par les acteurs du dialogue politique. Toujours est-il que, pour être honnête, il y a certaines actions au regard même des résolutions qu'on a lues qui ne feront forcément pas objet d'une communication populaire. Ça, c'est certain. Puis il y a d'autres. Lesquels, par exemple? Il y a d'autres, par contre, par exemple, qui, à mon avis, feront certainement l'objet de communication populaire. On vous a interpellé 2 fois Ouais. sur la question. Vous avez peut-être une petite idée de, selon vous, hein, ce qui ferait l'objet d'une communication populaire ou pas? Non, quand je dis que ça ne va pas faire l'objet d'une communication populaire, c'est d'une communication officielle. Je prends l'exemple. Quand quelqu'un, par exemple... C'est l'exemple qu'on cherche. Voilà, quand quelqu'un était soumis, je prends l'exemple, à un gel des avoirs, c'est-à-dire son compte était gelé, et que l'une des résolutions, c'était que la liste de toutes ces personnes qui avaient encore les comptes gelés soit transmise au Premier ministre.
afin que diligence soit faite concernant cela, je crois que la personne qui a eu son compte dégelé ne viendra pas sur la place publique dire mon compte a été Non, a je été- pense a même été que dégelé. l'État même communiquera au contraire Donc- sur ce dégel des avoirs de ces personnes. Non. Non, je En tout pense cas, moi, si, qu'on communique, oui. si moi j'étais C'est de la l'État, politique, je vais si moi j'étais communiquer. l'État, j'aurais bien communiqué sur le bien dégel sûr. des avoirs. C'est ce que Vous je- dire, on me reproche de geler des avoirs. Ah oui. Lorsque je les dégèle, Je l'annonce. évidemment, vous l'avez dit, le concerné ne sera pas toujours le premier Bien à sûr. venir annoncer parce qu'il y a peut-être beaucoup de créanciers qui village. l'attendent. C'est ce que je suis en train de- c'est ce que je dis justement. C'est vrai que dans cette posture, quand vous le dites, l'État peut dire, ça c'est normal, ça veut dire c'est à l'avantage de l'État, mais entre-temps, est-ce que c'est l'État aussi qui doit dire, n'a pas d'autres choses à faire, ou bien n'a pas d'autres préoccupations? Ça peut être ça. Peut-être le moment viendra où il dira que moi, il y a 2-3 mois, j'ai dégelé des avoirs et tout ça. On est encore dans le timing, moi, je pense. Non, mais On c'est est- quand même on est encore dans le important. timing. C'est quand même important pas- parce que quand on gèle des comptes, c'est un acte politique Ouais. qui vise justement les personnes qui sont concernées. Donc, quand il y a un dégel, on peut l'annoncer. Les intéressés eux-mêmes ne sont Non, pas j'ai pas dit obligés qu'on de peut pas le l'annoncer, faire. Alain. Mais je pense que dans le cadre des décisions, des résolutions qui sont prises, on peut dire, écoutez, on a posé tel acte. Comme la visite de Claude Sailly, M. Claude Sailly, l'ambassadeur Charles Claude Sailly, Blé-Goudé, à oui. Charles Blé-Goudé, qui fait partie des résolutions qui ont été prises par Moi, je par les pense que c'est en participants au cours. dialogue Hein, politique. c'est- Mais- genre, mais- on n'a pas de mais- Je mais- vais expliquer. Spécifiquement, Moi, tout je- simplement sur le point de communication d'Élysée, Ah, je ne suis vous pas aurez très raison. alignée parce que je me dis, la communication, je pense que c'est le moins qu'on doive à une population qui a suivi jusque-là toutes les étapes de ce dialogue politique Les gens en sont termes de attentifs, communication. oui. Et qui attend finalement également d'avoir une sorte de feedback. On ne demande pas d'aller au plus profond de tous les détails de la mise en effet de toutes les actions qui ont été recommandées, mais on s'attend quand même à avoir une certaine évolution. On s'attend à avoir alors, des je pas qui permettrai soient à Élysée, faits. parce que je le ressens, je permettrai à Élysée de préciser cette pensée. Oui, mais j'ai été tellement clair. J'ai dit que dans l'ensemble des résolutions qui ont été prises, il y a certaines résolutions Qui pour lesquelles, pourraient- voilà, pour lesquelles on ne serait pas vraiment prompt à pouvoir communiquer parce qu'on estime à un certain moment qu'il faut laisser la procédure sur son cours pour des questions d'ordre stratégique. Je le dis, mais je ne dis pas que toutes ces résolutions ne font pas l'objet de communication, pas du tout. Là, par exemple, je prends un exemple. Quand le président Laurent Gbagbo est allé voir le président Alassane Ouattara, à la suite de ça, il y a une liste qui a été remise au chef de l'État, une liste de personnes qu'on voulait voir libérées. Mais de vous à moi aujourd'hui, est-ce que cette liste a été rendue publique? Mais pourtant, il y a des personnes qui ont été libérées. Non, mais Après, quelques temps plus tard. On connaît quelques la temps- liste de ceux qui sont détenus. mais Ce n'est pas un secret de C'est ce que je polichinelle. suis en train de dire, mais C'est un la exercice- liste de ceux qui ont c'est été un exercice détenus. mathématique. Oui, Non, voilà. La liste de ceux qui sont Je détenus, suis ceux d'accord. qui sont libérés. Voilà. Voilà. rien de nouveau. Oui, mais quand la liste de ceux qui ont été, c'est ce que je suis en train de dire, la liste a été rendue publique de ceux qui sont détenus. Maintenant qu'il y a eu des actions de libération de ces personnes, parce qu'en réalité, il y en a eu. Cette liste n'a pas été rendue publique. Je ne dis pas que ça a été bien fait de ne pas être rendu public, mais comme je le dis, dans la dynamique, c'est-à-dire que dans l'objectif qu'eux ils veulent atteindre, ils peuvent estimer qu'en ce moment précis, le timing n'est pas favorable pour qu'on en parle, parce qu'on est dans un Oui, mais processus, c'est une réalité. en l'occurrence, Bon. dans ce qu'il dit, on a su quand même qu'il y a eu des actions de libération qui ont été faites. Donc, Bon, c'est moi, je voudrais c'est quand même sur ce savoir plan de lesquels, communication. parce que qu'on qui a été reste. libéré entre la conclusion du dialogue politique et Je vous ai maintenant- parlé des échanges entre le président de la République Oui. et puis le président Laurent Gbagbo. Mais ça, c'était en juillet, fin juillet. Mais c'est ce que je suis en train de dire. 2021. Mais c'est ce que je Et- dis. Et après, oui, mais ça, c'est pas le dialogue Après, il y a des politique. libérations. Il y a eu les libérations de qui, par exemple? Bon, au-delà des libérations, concernant Sauvé les par propositions, édition. oui. Ça s'appelle Sauvé par Élysée. édition. Alain, n'insistez Ah pas. oui, d'accord. Non, j'ai non, je vu ne ça. serai pas pas- celui qui va livrer les listes ici, parce que je ne suis pas la voix officielle pour ça. Voilà, donc je ne pourrais pas le dire ici. Vous n'êtes pas celui qui Voilà, livre je les ne suis pas la voix officielle En pour ce ça. moment, celui qui livre Exactement, les c'est pas moi qui donne C'est les vrai listes, qu'il c'est n'y pas a moi pas aussi beaucoup d'effets qui dédie les d'annonce. listes. Il n'y a pas C'est un beaucoup peu- d'effets c'est un peu d'annonce facile. comme. Non, pas du tout. Il n'y a pas beaucoup d'effets d'annonce, c'est vrai, mais je pense, au regard des propositions qui avaient déjà été débattues, on a parlé du retour accéléré des réfugiés et Oui. des exilés des crises de 2010 à 2020. Il y a eu des retours, on a eu un certain nombre qui ont été annoncés. On parle de réinsertion socio-économique. Je pense que ça également, c'est en cours. On a également l'élargissement de l'ordonnance portant amnistie aux personnes qui en avaient été exclues, notamment l'ex-président Laurent Gbagbo. C'est Également. pas encore le cas. Non, je veux dire, c'est une procédure qui est certainement en cours. On a également la Vous poursuite des rejoignez, discussions. vous rejoignez. Oui, vous c'est pas tout rejoignez qui va être Élysée sur annoncé ces points. forcément, Ah, ben voilà, c'est bon. clair, c'est On clair. vous rejoint. Mais bon, je pense que déjà les avoirs, ils vont certainement communiquer là-dessus. La poursuite des discussions entre les présidents Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, on a vu également des gestes forts qui ont été posés. paraît-il. Ils se téléphonent. Ouais. Voilà. Bon, on ne peut pas savoir exactement à quelle date, mais bon, certainement qu'ils se téléphonent. Mais j'ai Je une pense que question. c'est en cours. Mais comme tu l'as dit, tout ne va pas être annoncé forcément. Qu'en est-il de ou des questions relatives à la CEI, par exemple? Ben là, c'est silence radio.
Ça fait partie de ceux sur qu'on communique pas, En fait, quelque part, je pense que tout le monde s'attend peut-être un peu trop vite à des actions. Peut-être que tout le monde s'attend parce que le temps un peu tourne trop aussi. vite. Oui, le temps tourne, on est d'accord, mais derrière, derrière, prochaine, sur la il y a eu un dialogue politique. Il faut être pragmatique. Il y a eu un dialogue politique. Attendre des choses concrètes, des actions concrètes au regard de tout ce qui a été mis en œuvre. Oui, mais moi je pense pour qu'il faut quand même donner, réussite de ce dialogue politique. il faut quand même donner un certain temps d'incubation de ces recommandations-là, de mise en, j'ai envie de dire, d'élaboration de plans de mise en pratique des différentes recommandations. Dites-nous, Non, moi je pourrais pas vous dire combien de temps, mais ce que je veux dire, c'est que on attend trop vite trop de résultats. C'est-à-dire, si dans 6 mois, vous me dites qu'on n'entend toujours rien, là, on peut dire qu'on a été dans un folklore. Mais notre impatience aussi dénote l'agacement des Ivoiriens. Ça fait 30 ans l'agacement des Ivoiriens est là. L'agacement des Ivoiriens est là. Je pense qu'il faut juste pas voir. Les habitudes des grandes rencontres, des décisions qui ne s'appliquent pas. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas venir 1 mois et demi après la fin de ce dialogue politique dire est-ce que finalement ça a été du folklore. Parce que oui, mais bon, 2 mois, 1 mois et demi, c'est bon, on n'est pas si loin. Non, ce que je veux dire, c'est que de façon pragmatique, on ne peut pas venir 2 mois après, si Alain le veut, la fin de ce dialogue politique, dire est-ce que c'était un folklore parce qu'on ne voit rien venir, Non, ça n'était pas un folklore, ça dénote quand même d'un certain engagement, ça dénote quand même d'une certaine considération qu'on fait à avoir un dialogue entre les différents partis qui peut-être quelque part ne s'entendaient pas, par exemple, à entendre les réalités de tout le monde. Mais sur, par exemple, le processus d'indemnisation des victimes de la crise de 2020. Selon vous, combien de temps faut-il pour que la machine de la solidarité se mette en branle? Non, combien de temps? Moi, je ne peux pas me prononcer sur le temps qu'il faut mettre en place les actions. Ce que moi, je suis en train de dire, mon point, il est très simple. C'est qu'on est à 2 mois, comme tu le soulignes, de la fin de ce dialogue. Les recommandations ont été rendues. Je pense que ce n'est pas à 2 mois qu'on va dire, parce qu'on n'a pas eu d'effet d'annonce, ça veut dire que derrière, rien ne se prépare. Ça veut dire que derrière, rien n'a été pris en compte et que c'est un effet de folklore. C'est pas le cas. Sur tous les deux. Élisée, un autre point? Non, moi, c'est pour rebondir sur ce qu'Alain était en train de dire, pour dire que quand il dit combien de temps selon nous, combien de temps on pense pour que cette résolution soit mise en place? Moi, je pense que si on devait aller sur la logique du temps, ou du moins si on devait s'appuyer sur le temps, la logique voudrait que lorsqu'on nous donnait les recommandations qui sont sorties, qu'on le mette dans un chronogramme. Qu'on le dise que d'ici, voilà, qu'on le dise que d'ici, à telle date, voilà cette action qui doit être faite. Mais je pense que cette étape de la discussion a été, pour moi, a été laissée au comité de suivi. Je pense, comme je le dis, pour moi, cette étape de la discussion a certainement été laissée au comité de suivi pour que de façon plus objective, parce que certainement dans le feu de l'action, dans les discussions, chacun peut être tranché sur des positions. Mais que le comité de suivi, après qu'il s'assoit, qu'il réalise et qu'il regarde et qu'il suit, qu'il se dit que bon, en 2023, par exemple, on a des élections à faire. Or, dans l'une des résolutions qu'on a adoptées, c'était de voir les réaménagements qui doivent être faits au niveau de la CEI. Nous pensons que si on doit tenir... Et même la révision annuelle de la liste électorale. Voilà. Oui, donc, la révision annuelle. Donc, ça dit que ce comité devait, celui-là qui devait vraiment faire des propositions pour dire, en 2023, par exemple, on a une élection à faire. Et comme on s'était convenu de réaménager la CEI, nous pensons que vraiment d'ici les 3 prochains mois, il faut qu'on le fasse si on veut tenir dans le délai. Donc, je me dis que c'est peut-être au travers de nos échanges une interpellation aussi qu'un chronogramme sorte de mise en œuvre des différentes résolutions. Ça va certainement peut-être éviter beaucoup de supputations. C'est là où les partis politiques et puis les organisations de la société civile qui étaient présentes à ce dialogue politique auraient dû mettre l'accent, c'est-à-dire mettre la pression et avant de signer ensemble de commun accord, obtenir un chronogramme avant de sortir de ces dialogues politiques. Parce qu'on connaît les colloques, les réunions, les grandes rencontres, les discours et tout, les tournées, les restructurations. Il suffit juste qu'il y ait d'autres urgences dans l'agenda politique national pour que ce type d'attente en termes de chronogramme passe à la trappe. Sans faire exprès peut-être, mais que ça passe à la trappe parce qu'il y aura d'autres urgences, d'autres réalités. Donc, vous êtes dans la même salle. Vous êtes à un dialogue politique, vous êtes 21 partis politiques et 26 organisations de la société civile. Ensemble, vous dites tout de suite, définissons un chronogramme, même si c'est un chronogramme dans les grandes lignes, on définit ensemble. Est-ce que vous pensez que ça va être raisonnable de dire qu'on est en train de faire une réunion pour dire que ce qu'on est en train de décider là, dans 2-3 mois, nonobstant des impondérables, nonobstant des urgences, on va se retrouver dans 2-3 mois pour mettre en place le retour des réfugiés. Non, c'est peut-être pas une injonction. C'est peut-être pas une injonction. Et puis ça peut être une période. Parce qu'en réalité, comme je le dis très souvent, il y a des actions. L'action là, elle a son impact dans un temps.
Ça veut dire que si tu dois mener une action maintenant, dans une période que tu ne l'as pas fait, que tu sois après, tu peux avoir mené l'action, mais ça peut ne pas avoir le même impact que si ça avait été fait dans le temps indiqué. Donc, je me dis que peut-être que ce n'était pas une injonction. De toute façon, ce qui a été pris comme décision n'était que des recommandations. Mais ce que Ryan a dit aujourd'hui, ce que Ryan a dit, je vais la citer à nouveau, c'est qu'il y a peut-être un temps d'organisation de l'ensemble. Non, ça c'est normal. Parce que ce que j'ai dit dès le départ, des décisions qui s'accompagnent de... Il y a des décisions qui s'accompagnent de budget, il y a des décisions qui s'accompagnent... Vous savez, trop souvent... Dans le domaine du travail, Ryan, si me permet, dans le domaine des entreprises, des organisations, qu'elles soient des institutions publiques ou privées, lorsqu'on se met un chronogramme ou des deadlines, ça peut être on dit en anglais big pictures, c'est-à-dire on se met un cadre. Après, on peut les subdiviser en petits objectifs, tout simplement. Mais je veux dire, c'est clair que ce n'est pas tout de suite là, sur place, qu'on va se dire on va atteindre cet objectif à cette date précisément. Mais on met des deadlines et ça nous met la pression, tout simplement. L'ONESI nous a expliqué qu'on pouvait avoir des dates et puis après, l'ONESI, ah oui, je suis d'accord, c'est un cas spécial. Moi, je suis d'accord, mais il y a un souci, c'est que ça, en fait, on s'accroche trop souvent à des choses qui vont venir nous rassurer, notre besoin de savoir qu'il va vraiment se passer quelque chose et tout. Mais même s'ils avaient sorti ce chronogramme, s'ils ne veulent pas mener des actions, ils ne vont pas aller mener ces actions. Il y a déjà des lignes. Mais non, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, on a eu des recommandations. Il y a un comité de suivi. Il y a un comité de suivi. Dans quelques mois, on pourra juger de si ce comité de suivi travaille ou pas. Dans 2 mois, on va pas entendre le comité de suivi. Non, mais ce que je veux dire... Non, Edith, je pense qu'à un moment, il faut m'écouter. Non, il faut m'écouter. Derrière, quand je dis qu'il y a un moment d'incubation... Non, on veut savoir. Quand je dis... Oui, parce que quand je dis qu'il y a un moment d'incubation de toutes les recommandations qui ont été faites, etc., c'est bien parce qu'il y a un moment où ce comité de suivi doit s'asseoir avec pas mal d'acteurs, notamment le gouvernement au pouvoir, pour organiser et voir la faisabilité même de ces recommandations. Entre les francophones et les anglophones, le pragmatisme. Oui, mais on est des francophones, on a une façon de fonctionner. C'est ça. En 2 mois. Et ce que moi je veux dire, c'est que Edith nous dit qu'un chronogramme, même des grandes lignes d'un chronogramme peuvent sortir là au moment où on sortait les recommandations. Mais ça n'a pas été fait parce qu'il faut qu'on fasse des choses de façon pragmatique et de façon factuelle. On ne va pas sortir un chronogramme juste pour que la population soit rassurée, juste pour que les gens à qui on communique soient rassurés. Non, je pense qu'ils sont en train d'évaluer une faisabilité. Si dans 2 à 4 mois ou même à 6 mois, on se rend compte qu'il n'y a vraiment pas de chronogramme et qu'il n'y a pas d'effet d'annonce, là on peut commencer à s'en inquiéter. Rendez-vous dans 3 mois, dans 2 mois. Alors Ayana, je pense que l'inquiétude d'une majorité de l'opinion tient au fait que les histoires, c'est-à-dire les palabres, portent toujours autour des questions électorales. Et les conclusions ou les recommandations de ce dialogue politique ont indiqué qu'il fallait réviser la liste électorale, revoir la composition de la CEI, etc., etc. Bon, 2 mois après, on voudrait quand même savoir ce qu'il en est à moins d'1 an des élections locales. Pour ne pas qu'au mois de décembre, on en revienne à un 6e round de discussion. Je pense que ça va pointer à l'horizon. Votre souhait, parce qu'on est en train de terminer sur le sujet, votre souhait, c'est que ce comité de suivi s'exprime, communique, par exemple, sur... D'abord, qu'on nous dit ici, on dit comité de suivi, c'est quoi exactement? C'est qui? Quels sont les membres de ce comité de suivi? Parce que 2 mois après, au moins, on peut avoir les noms ou les visages des personnes qui sont censées porter ce projet de réconciliation via les politiques. Personnellement, je ne sais pas... Et là, on n'entend pas les organisations de la société civile sur ce questionnement. Justement, vous voyez. Non, de toute façon. Élysée. Non. Avec beaucoup de bienveillance, Élysée. Allez, s'il te plaît, je voudrais déjà rappeler à l'attention des téléspectateurs que je n'étais pas partie prenante au dialogue politique. Je n'étais pas dans la salle. Voilà, je n'étais ni dans un parti politique, ni encore dans une organisation civile. Mais ce que je sais, c'est-à-dire que le dialogue politique a été fait sous l'égide du Premier ministre. Donc, il en est le garant, en fait, en réalité. Donc, nous allons nous rapprocher de la primature pour essayer d'avoir plus d'informations. Une chose est sûre, on comprend qu'il y a un besoin d'organisation, mais bon, il y a aussi d'information. Il y a aussi de clarté, de pragmatisme. Voilà, d'accord. Parce que les populations, ils ne vont rien attendre. À l'anglaise. Voilà, exactement à l'anglaise. Merci. D'efficacité. Après, on connaît certains... Bon, après, on aura un débat sur francophone, anglophone. On marque une courte pause et on se retrouve juste derrière pour notre prochain sujet. Celui-là parle de sport. Il s'intéresse à la FIF.
C'est à une autre belle soirée de décryptage que nous vous convions ce soir en compagnie de nos experts maison, Ryan Assi, Élisée Bologbeu, Edith Broubleu et Monsieur Alain Toussaint. Voilà, dans ses fiches, dans ses notes, très concentré, c'est important. On va parler de foot. Il ne fallait pas que je le dise. On va parler de foot. La Fédération ivoirienne de football a son nouveau président. Donc le 4 mai dernier, c'était hier, le président Idriss Yassine Diallo a pris les rênes officiellement de la FIF. Rihanna? C'est ça. Est-ce qu'on peut parler d'un dénouement pour la Casa de la FIF? Est-ce que c'est un dénouement ou c'est un début? En tout cas, effectivement, il a pris fonction. On sait en tout cas que ces élections ont été rocambolesques, comme diraient certains. Il y a eu donc la passation de charge entre Dao Gabala, présidente du comité de normalisation de la FIF, et Idriss Diallo, nouveau président de la FIF. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de parler de tous ces enjeux, les challenges auxquels il fait face. Quelle suite? Déjà, Élisée, est-ce que le football ivoirien pousse un ouf de soulagement, de sortir déjà de cette normalisation qui avait été décriée, qui était inquiétante, qui faisait peur aux uns et aux autres? On sort de cette étape déjà. Oui, mais je pense que pour le commun des citoyens, déjà, être sous normalisation, ce n'était pas la chose la plus, valeureuse pour la Côte d'Ivoire. Je dirais même que c'est une humiliation. Donc aujourd'hui, voir la normalisation derrière nous, je pense que c'est plus un ouf de soulagement. Maintenant, nous sommes tous témoins de tout ce qui a bien pu se passer. On a vu un peu ces tiraillements, tout ce qui a pu se passer. Je crois qu'aujourd'hui, l'heure doit être vraiment à l'apaisement, à la réconciliation, vraiment du football ivoirien, des acteurs du football ivoirien, pour qu'on regarde tous dans une même direction. Parce qu'on est sans ignorer qu'on a au maximum 15 mois de la prochaine Coupe d'Afrique que la Côte d'Ivoire abrite d'ailleurs, et pour laquelle les enjeux encore sont très nombreux. Déjà, on a des infrastructures qui doivent être s'achever, qui sont encore en cours. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'heure est vraiment, vraiment à l'unité, à l'union autour du président Idriss Diallo. Mais ce n'est pas qu'un ouf de soulagement, parce que quand on n'est plus sous normalisation, quand on a lutté comme ça pour ne plus être sous normalisation, il faut maintenant montrer qu'on a, j'ai envie de dire, le dos solide et qu'on peut assumer sa propre gestion du football ivoirien. Edith Brou, petite question à la moi. Mariam Dao Gabala s'en va nous lancer un petit cadeau. Les membres du comité exécutif, il y a un audit. Bah oui, il y a un audit. Je dis, il faut rendre des comptes et c'est tout à fait normal. Donc je pense que le nouveau président et les membres de son comité exécutif vont s'atteler également à donner les résultats de cet audit aux dirigeants des fédérations et également au public, et savoir ce qui s'est réellement passé. Mais il est important de pouvoir donner plus d'informations sur cet audit et je pense qu'ils vont certainement s'atteler à cela. Une enquête d'intégrité, dit-on, quelque chose d'incontournable, je la cite. Il y avait un groupe qui voulait qu'on s'abstienne de cette enquête, mais elle a été votée et chaque candidat a rempli le formulaire. Bon, ça c'est un petit retour sur ce qui s'est passé. Bon, on s'en va sur une base pour revenir à la présidence. Vous voulez dire quelque chose? Oui, j'ai une préoccupation parce que pour moi, l'intervention de Dao Gabala vraiment plante dans mon esprit un véritable flou. Parce qu'à ce que je sache, l'enquête d'intégrité, logiquement, était soumise à l'enquête d'intégrité les candidats. Mais dans ses propos, cela laisse croire, parce que le résultat de l'enquête d'intégrité... du comité exécutif. Voilà, parce que exactement, les candidats ont reçu les résultats de l'enquête d'intégrité la veille de l'élection. C'est ce qui a fait même qu'ils sont allés à l'élection. Mais là, ils laissent entendre que l'enquête d'intégrité concerne les membres du comité. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Nous, en tout cas, à titre personnel, moi, j'ai suivi un peu cette histoire de la FIF. À aucun moment, on avait vu ou on avait entendu quelque part que les membres du comité exécutif seraient concernés par une enquête d'intégrité. Ça, c'est encore une autre information. Nous avons aussi l'information sur le plateau ici. Voilà. Oui, je me rappelle. Et ce jour-là même, sans qu'il donne l'information, avait même dit que c'est une information exclusive. Ouais. Et nous nous rendons compte aujourd'hui qu'il avait effectivement une information exclusive parce que là, c'est venu être confirmé par Dao Gabala. Bon, là, on attend de voir les jours à venir ce que ça va donner. Mais franchement, c'est un peu une réelle préoccupation. Je m'interroge en fait sur ça. En quoi est-ce préoccupant d'enquêter sur la moralité de personnes qui vont gérer de l'argent public
et des aides extérieures, notamment de la FIFA et des sponsors. Je pense que bien au contraire, le football donnerait un exemple à l'ensemble des acteurs publics, notamment à ceux qui sont en charge de gérer les affaires du gouvernement, les députés et autres. Non, Alain, là n'est pas la question. Là n'est pas la question. La question, c'est pas que pourquoi on ne pourrait pas vérifier la moralité de ceux qui ont géré le foot. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je pense que quand la FIFA décide ou envoie des lois et des règles, c'est sur la base de ces tests qu'on travaille. Les tests qui sont arrivés de la FIFA, l'enquête d'intégrité portait sur les candidats. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, d'où vient cette clause nouvelle qui vient d'arriver? C'est là l'interrogation. Sinon, on ne dit pas tout le monde a le droit, même en dehors de ceux, même ceux du CONOR. Ils méritent même qu'on fasse une enquête d'intégrité sur la gestion qu'ils ont fait pendant 2 ans. Ça mérite aussi. Je pense que c'est une question de problème. Je veux dire savoir. Là n'est pas le problème. Vous avez compris. Voilà. Oui, les textes le disent, mais vous avez l'impression que c'est une nouvelle donne. Aussi, oui. Il est possible de faire des amendements à des textes également. Ça ne pose pas de problème. Très bien. Même pour créer une organisation, une ONG ou une association, on demande. Il y a une enquête de moralité qui est demandée. Donc, en plus, pour gérer l'argent public, comme il le dit, c'est tout à fait nécessaire de demander. C'est important. Je crois qu'on se comprend. Bon, on va se concentrer sur l'avenir de la FIF. Aujourd'hui, elle est entre les mains de Monsieur Idriss Diallo. Il y a déjà des actions qui sont menées. Hein. Bon, déjà, on parle d'appel à candidature. Exactement, mais déjà, promesse donc de Monsieur Diallo, fédération de la transparence, la justice et l'équité. Voilà. C'est pour Élisée Bolougou. Voilà. On parle de première nomination. Ça, c'est pour M. Alain Toussaint, qui a de temps en temps besoin de savoir qui constitue un comité. Voilà. Contrairement au comité de suivi, vous savez, par exemple, des premières nominations. C'est important. Voilà. Monsieur Malik Toé, premier vice-président du comité exécutif, ça vous rappelle quelque chose? Malik Toé, c'est quand même une habitude de la Maison de Verre. Hein. Il a été longtemps au sein aussi des différents comités qui sont passés, autant d'Anoma et autres. Donc, c'est quelqu'un qui quand même connaît plus ou moins un peu le monde du football, qui connaît un peu la Maison de Verre. Et c'était aussi un acteur très, très, très engagé auprès d'Idriss Diallo durant la campagne. On l'a tous suivi. Donc, je pense que ce n'est qu'une juste rétribution. Monsieur Ouattara Abou est deuxième vice-président du comité exécutif. Le colonel Koné Mamadou, troisième vice-président. Madame Diakité Madeleine, quatrième vice-président. Monsieur Armand Gourou, directeur exécutif. Et monsieur Cyril Domoro. Tiens, ça y est. Voilà. Lui, conseiller du président. Très bien. Oui, c'est une belle fonction. C'est conseiller du président. Oui, c'est une belle fonction. C'est une belle fonction. Conseiller du président. Mais je retiens surtout le nom de M. Gourou, je crois, président de Agir de Guibérouac, qui s'est présenté tout au long de la campagne comme l'un des farouches opposants à Didier Drogba. Non, c'était pas Armand Gourou. C'était lequel qui... C'était Marcel Gourou. Marcel Gourou qui était mais c'est le frère, non? Ah ouais, c'est un parent. Il est parent. Ils sont tous les deux à Agir de Guibérouac. Il est parenté à... Mais non, c'est peut-être la famille, mais ce n'est pas forcément les mêmes... Non, c'est la famille, effectivement. Mais ce n'est pas lui qui était c'était Marcel qui était vraiment le farouche opposant à Didier Drogba. Monsieur Salif Bictogo est président de la Ligue professionnelle de football. Là, c'est une bonne nomination. Il est conseiller du président également. Et pourquoi c'est une bonne nomination? Parce que c'est l'un des grands acteurs de notre football, président du Stella Club d'Abidjan, qui est mon club de cœur, bien sûr. Ah, c'est pour ça. Voilà. Donc, on comprend pourquoi tous ces qualificatifs. En général, mesuré, mais là, tout de suite. Et M. Issou Diabaté, lui, est président de la Ligue du de Sporting football Club amateur. Lui, c'est le président du Sporting Club de Gagnoa. De Gagnoa, voilà. Donc, on est bien servi, c'est bien. En tout cas, les Ivoiriens... En tout cas, il est content de ce comité, Alain. Ce comité est mis en place, il est Diallo à l'RN. On se pose des questions. Que fait-il des candidats malheureux à l'élection? Didier Drogba, je pense qu'il a attendu la main. Est-ce que vous pensez que cette main sera saisie? Hier, dans son intervention... C'est pas une obligation, oui. Oui, hier, dans son intervention, Idriss Diallo a dit qu'il allait soumettre à l'Assemblée générale une modification du comité exécutif pour permettre l'entrée de 2 de chaque camp, c'est-à-dire 2 du camp de Didier Drogba et 2 du camp de Sori Diabaté. Mais ça, comme il le dit, c'est à l'Assemblée générale qui doit pouvoir décider de ça, puisque c'est l'Assemblée générale qui est souveraine. Mais il compte en tout cas soumettre ça à l'Assemblée générale qui va convoquer très bientôt. Une autre décision, c'est l'appel à candidature pour les postes de sélectionneur national et adjoint. Il en parlait sur le plateau. Bon. Appel à candidature du 5 au 10 mai. Donc c'est dans... Bon. Normalement, c'est aujourd'hui. Bientôt, là. Parce qu'on a besoin d'avoir, dit-il, ou disait-il, une équipe commando. Oui. Puisqu'il y a l'échéance de la CAN. Effectivement, et dans les prérogatives, les missions de
du sélectionneur de l'équipe A des éléphants, il est demandé à ce qu'il fasse atteindre au moins les demi-finales de la CAN 2023 Pourquoi aux je suis éléphants. souriant Mettre en place une sélection nationale, mettre en place une sélection nationale sur la base des nouveaux fondements. Mettre en place une sélection nationale sur la base des nouveaux fondements. Mais déjà sur le sélectionneur, j'ai lu que le sélectionneur principal serait étranger et l'adjoint ivoirien. Non, c'est pas définitif. Après, ça dépendra des propositions. Alain a raison, c'est ce qu'il avait dit au départ. Oui, Dans la campagne, même quand il avait, c'est l'une des choses qu'il avait évoquées, qu'il souhaiterait avoir un sélectionneur étranger auprès duquel sera adjoint le sélectionneur ivoirien. Mais hier, dans son intervention, dans les échanges et dans la note qui est sortie, je crois que cette clause, il a fait sauter. Donc, il a donné la latitude aussi aux nationaux, aux locaux qui souhaiteraient bien être titulaire de diplômes fédéraux ou étrangers obtenus donc, à la suite des formations, donc licence CAF, licence professionnelle, et tout autre diplôme équivalent. Donc, vous dire, il n'y a pas de profil, il faut être... Il n'y a pas de occidental, en fait. Voilà, ça, ils ont fait sauter cette clause, en fait. Exactement. D'accord. En tout cas, les choses sont finalement... sur les rails et tous les regards, c'est vraiment tous les regards qui accompagnent les regards, voilà, les regards sceptiques. En tout cas, tous les regards sont sur... Surtout les regards des Ivoiriens, parce que qui avec cette élection... Et de quelques Camerounais, j'avoue. Et de quelques Camerounais. Donc, qui finalement, avec cette élection qui a finalement attiré les Ivoiriens, qui se sont impliqués, parce que c'est clair que le football génère des passions, tous les yeux sont tournés sur la gestion de la FIF par Idriss Diallo et son comité exécutif. Mais je crois qu'il y a eu une bonne... surtout avec l'échéance de la CAN 2023. Voilà, et puis cette élection, avec son corollaire de suspicion, aura permis à tout le monde, justement, vous parlez d'ouvrir les yeux, d'avoir un regard... Oui, chaque Ivoirien maintenant s'intéresse au football, à la maison de verre, à la gestion de la FIF. Voilà. Mais c'est là le double enjeu, c'est là où je parlais justement de cette responsabilité de pouvoir montrer qu'on est capable de bien gérer notre football, qu'on est capable de le hisser très haut, parce que même vis-à-vis, j'ai envie de dire, de la communauté internationale, on a été un peu infantilisé, j'ai envie de dire, dans cette gestion, et on espère que durant son mandat aussi, il n'y aura pas une forme d'ingérence dans les prises de décision, parce qu'on a vu la FIFA pas des décrets, oui, venant de la FIFA, pas des décrets, mais comme ça, des décisions qui se prennent au-delà même de nos volontés à nous. Donc on espère vraiment qu'il aura la latitude de gérer la FIF pleinement. Et puis, on n'aura pas d'intervention internationale. Non, mais je pense que les Ivoiriens recherchent, dans un premier temps, c'est beaucoup de transparence. Surtout. Beaucoup de transparence, surtout au niveau des finances. Je pense qu'il doit profiter de cette vague d'intérêt des Ivoiriens pour le football ivoirien. On a vu au stade ce dimanche avec le Lys de Sassandra et la SEC, qui est finalement devenu le second derby. Bon, peut-être on verra si ça durera. Oui, en attendant que l'Africa et la SEC. De toute façon, pour le moment, il n'y a pas le derby traditionnel parce que les deux équipes ne jouent pas dans la même division. C'est clair. Il y a une qui a force de beaucoup d'efforts, finalement. Vous vous arrêtez à les deux, il n'y a pas de derby. Et comme je disais, en fait, pour continuer, j'espère que le nouveau président de la FIC va profiter, avec son comité, vont profiter de cet engouement pour attirer plus de monde au stade, que ce soit pour la ligue professionnelle ou la seconde division, attirer plus de monde au stade, profiter des infrastructures qui sont en train d'être construites et qui seront terminées bientôt, pour pouvoir maintenir cet élan, qu'il y ait suffisamment de billets achetés pour pouvoir remplir les caisses de la FIF et surtout assurer une bonne gouvernance. C'est très important. Moi, je voudrais en tout cas saisir cette occasion que nous avons pour lancer deux appels. Le premier à l'endroit du comité exécutif, c'est-à-dire M. Idriss Diallo et son comité exécutif, vraiment d'aller dans une dynamique. C'est vrai que les élections, on en est sorti un peu déchiré quand même avec quelques tensions, mais de tendre la main de la réconciliation, vu que c'est eux qui sont maintenant désormais aux affaires, vraiment de créer des conditions... Je finis. Oui, voilà, créer vraiment les conditions d'une unité autour de notre football. Et le second appel, c'est à l'endroit vraiment des adversaires. C'est ça. Les élections sont finies. Je pense que ce chapitre-là, il est clos. Tant que c'est possible, à quelque niveau que ce soit, d'apporter sa contribution pour permettre au football d'aller de l'avant et surtout de redorer à nouveau le blason du football ivoirien qui, depuis plusieurs années, était vraiment au firmament. Vraiment, il faut que tout le monde puisse accepter de laisser
tout ce qui a pu se faire avant les élections, pendant les élections, et regarder maintenant dans la même direction pour le bonheur de notre football. Ouais, et pour rebondir sur ce qu'Élisée dit concernant les adversaires, c'est que on n'est pas engagé pour le football ivoirien seulement quand on est candidat. Je veux dire, même n'étant pas président de la FIF, on peut très bien manifester son engagement pour la réussite du football ivoirien, et c'est le moment de le faire. La main est tendue, il suffit de la saisir et de manifester tout son engagement. Et je pense que beaucoup Chacun à son d'acteurs privés vont certainement s'intéresser au football local. On a vu, par exemple, une entreprise comme PFO racheter un club, le club de Yamoussoukro Football Club, par exemple. Et je pense que certaines entreprises également vont peut-être rentrer dans cet élan et peut-être racheter ou créer de nouvelles... Des entreprises ou de des nouveaux mécènes. clubs. Pardon? Des mécènes, par exemple. Oui, moi, j'aime bien votre optimisme. Fais comme Élisée, tu vois. Je pense qu'elle ressort la cravate. C'est bien. Mais je veux juste rappeler une phrase de Mme Dao Gabala lors de l'émission Face à la Côte d'Ivoire, interrogée par André Bois et moi-même. Elle nous a répondu qu'une élection ne suffirait pas à ramener la paix dans le milieu du football ivoirien. Donc, elle avait parlé de guerre fratricide après ces élections. 2 ans de bataille, quand même, ça laisse des traces. Et les conditions dans lesquelles les uns et les autres se sont combattus laisseront quand même quelques traces. Donc, on souhaite que les choses se normalisent, pour ne pas faire de jeu de mots, effectivement, mais il faut peut-être agir sur d'autres leviers qui permettront de maintenir cette paix des braves. C'est vrai qu'on parle de transparence, on parle vous parlez de main tendue. Mais moi, j'aimerais bien qu'on insiste sur les promesses qui ont été faites. Parce qu'il était très bien de venir s'asseoir sur les plateaux pour annoncer de belles choses. Quand je serai là, je vais ramener des sponsors. J'ai un comité de sponsors où j'irai voir. C'est juste que j'active, exactement, que je claque des doigts. Nous, on attend de voir. C'est tout. On va décortiquer chaque fois. Et puis les conditions de vie des footballeurs. Toutes ces promesses qui ont été dites. Au niveau local, c'est clair. Il y a des promesses qui ont été faites. Il y a la VAR. Oui, effectivement. Donc on va regarder. Et dans 2 mois, on va quand même se faire un petit point sur le plateau, comme on l'a fait pour le comité de suivi. On s'est dit, tiens, parlons un peu de la FIFA. Ça fait 2 mois. On le fera. Est-ce qu'on a un chronogramme? Et puis le vrai test pour cette nouvelle équipe, ce sont les résultats des éléphants. C'est clair. Oui, clairement. Je veux dire, à la limite que la FIF soit mal gérée ou pas, bon, l'opinion n'en a pas grand-chose à faire, d'abord. Ouais. Mais les éléphants, il faudra qu'on ait une sélection qui nous ramène des victoires et qui nous permette de rapporter en 2023 la CAN. S'il y a un échec l'année prochaine, je ne suis pas certain que la paix continuera de régner au sein de cette équipe-là, au sein de la fédération. En tout cas, la FIF aura à prendre des décisions drastiques. Les défis sont nombreux. Pour arriver à de meilleurs résultats. On veut des résultats, pas seulement être demi-finaliste, mais gagner la CAN qu'on organise chez nous. Parce que l'État a investi des centaines de milliards pour doter le pays d'infrastructures sportives. Et la population a supporté 2 années de conflits fratricides. Bon, quand on sort de là, on veut des victoires. Pourquoi une voix dans ma tête dit, bon, si on n'a pas de victoire, on pourra justifier ça par le fait qu'on est arrivé. Non, ça va, c'est pas une bonne voix. Ça ne marchera pas. C'est pas une bonne voix. La voix, c'est toi. Cette voix doit être combattue et c'est en cela que je suis d'accord. Cette voix doit être combattue et je suis d'accord même avec Alain parce que là, je lisais l'un des objectifs qui a été assigné au futur sélectionneur. C'est les demi-finales, au minimum les demi-finales de la CAN. Moi, franchement, quand j'ai vu ça, il y a tiqué. La CAN 2023, il n'y a pas d'alternative et reste à Abidjan. Ça, il faut que l'objectif soit fixé de façon claire et aux sélectionneurs et aux joueurs. Il faut que tout soit mis en œuvre, mais il faut que cette CAN 2023-là reste à Abidjan. Très bien. En tout cas, les Ivoiriens sont formidables. C'est une phrase qu'on connaît bien. On a vu cette ferveur-là. Oui, des experts en football. Des experts en football. On a vu des Ivoiriens qui étaient au stade récemment donc pour la rencontre entre la SEC et le Lys de San Pedro. On espère... Sassandra. Attention. Sassandra. Désolé. Oh là là. J'ai mon maillot bleu. On les appelle les sous ma tunique, peut-être que j'ai mon maillot. Non, mais tout le monde a un maillot du Lys. Non, Alain, ne sois pas surpris. Quand on ne joue plus en Ligue 1, c'est pas facile en fait. Donc, de se rappeler effectivement les noms des équipes. C'est ça. Oyez. Un jour,
Ça ira. On reviendra. Vous n'êtes pas gentil de me chambrer comme ça. Mais bon, vous savez, les aiglons, ils volent toujours. Ils vont continuer, ils vont avoir des ailes. Mais s'ils volent bas, c'est pas la même chose. Aïe, 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 Brice, je En pense tout cas, que tu le nouveau devrais... Allez, la sélectionneur, suite. le nouveau Annoncez la sélectionneur pub. sera Annonce connu la dans- pub, ouais, c'est dans bien. quelques jours. Donc on attend. Courage, l'Africain. Ouais. Le décryptage, le jeudi, oui, Madame Le, vous installez, c'est bien. Donc, ça va moi-même un tout petit peu perturbé parce que je ne vous ai jamais vu en train de... Ça va, Madame Le, ça se passe bien? Oui, très bien. Très bien. Donc, je très pensais bien. que Ça vous vous inquiétez cherchiez toujours pour moi, hein. à me dévoiler, parce que je le disais, on a tous un maillot d'Ulysse, sait-on jamais, derrière cette unique, Ah, non, il y a peut-être un wow. maillot d'Ulysse. Je garde mes intentions secrètes. Très bien, très bien. Bon, on parle de service civique en Côte d'Ivoire. Il y a de nouvelles dispositions en vue. 3. Je vais citer en tout cas au niveau des dispositions prévues. L'abattement de l'âge minimum d'éligibilité à 14 ans et la suppression de l'âge plafond. L'ouverture exceptionnelle du service civique à des non-ivoiriens. Et la remise d'une attestation de participation au service civique qui peut être utilisée en lieu et place du certificat de position militaire exigé pour les concours d'accès à la fonction publique. Qu'en pensez-vous, chers amis? Ce sont de très Déjà belles pour l'âge, dispositions. oui. Ce sont de très belles dispositions. Déjà pour l'âge, je le disais en rigolant à Edith, c'est vrai qu'à 14 ans ici, on est plutôt mature, hein, donc c'est très bien de redescendre l'âge un peu plus bas. Ce que je l'ironie dans décrirais votre un phrase. tout petit peu, oui. Ce que je décrirais un tout petit peu, c'est peut-être le manque de communication sur ce que c'est, l'accessibilité, les conditions d'accès et la sensibilisation derrière. Très bien. Je vous garde, Raina, je vous garde bien à côté de moi. Il n'y a pas de problème. Alain et André, le service civique. Non, pas André. Alain Élysée. Je sais pas. La André, paire. il me hante, ce monsieur. Qu'est-ce qu'il y a dans le concept du service civique? Quand on dit service civique aujourd'hui, on parle à des gens de 14 ans qui peuvent bientôt être concernés. C'est Ils ont ça. besoin de savoir, d'avoir un petit moment de pédagogie autour de cette question. Service civique. Alors, moi, je vais juste vous ramener à l'article 3 nouveau de ce projet de loi qui dit que le service civique a pour but de promouvoir l'esprit civique, la cohésion sociale et la culture de la paix. Et il concourt à inculquer aux citoyens des valeurs telles que le respect des institutions, le respect de la chose publique, le dévouement, etc. Et puis le service civique est mis en œuvre à travers le civisme et la citoyenneté, le volontariat et le bénévolat. Donc cela veut dire que... Aimer son pays, respecter ses institutions, bien se comporter. Bien sûr, et puis se mettre au service de la société. l'esprit On du a bénévolat, c'est ça. ici quand même des sociétés où les ONG voilà, sont très actives. Donc un jeune qui a 15 ou 16 ans peut demander à rejoindre une organisation non gouvernementale, par exemple dans le domaine de la lutte contre le sida ou le paludisme, etc., pour servir pendant 2 années. Et il faut savoir que dans certains pays, je prends le cas des États-Unis et puis même en Europe, surtout aux États-Unis, d'une certaine manière, c'est un peu institutionnalisé parce que les jeunes à partir d'un certain âge, 16 ans, 15 ans par exemple, volontairement, ils s'engagent dans des activités de bénévolat, que ce soit dans leur pays, aux États-Unis, ou bien à l'extérieur, C'est ça. donc pour venir faire un peu d'action Humanitaire. au Mali, en Guinée, d'autres pays par exemple. Ils viennent régulièrement. Donc on appelle ça les Peace Corps. Donc c'est un Les corps de la paix. De voilà, la paix. les trucs de la paix. Et c'est institutionnalisé d'une certaine manière. Et c'est naturel chez eux. Et je pense qu'ici, avec le service civique, la participation aussi, elle est volontaire. Il est important de pouvoir, comme le disait Rayana, sensibiliser que l'office, parce qu'il y a un office C'est ça. du service civique national qui existe. Moi, j'ai découvert le site web récemment. Je ne savais même pas que ça existait. Mais il ne communique pas suffisamment. Peut-être qu'on a eu à le voir avec l'action d'éclat, malheureusement, avec les jeunes, les élèves qui ont été... Ça voilà. va être ma prochaine question. Oui. Pour dire, de décider d'abattre l'âge minimum d'éligibilité à 14 ans. Je pense que ça a été, c'est certainement, Ce ça a n'est pas été motivé innocent. par cette action. Je pense. Exactement, c'est pas innocent parce qu'on a vu, on le voit depuis certaines années, depuis quelques années maintenant, où malheureusement des élèves des lycées et collèges demandent à partir en congé avant la date et se manifestent de façon négative en Et perturbant violente, les tout écoles, simplement. des actions violentes, en perturbant l'école. Je pense que certainement,
Ils ont rabattu cet âge à 14 Et ans. vous à parlez cause même ce qui s'est de la passé. jeunesse scolarisée. Il y a même la jeunesse déscolarisée. En tout cas, Mais tout à fait. L'école de la seconde Tout chambre, à fait. tout ça. D'ailleurs, l'article 14 dit que le service civique est volontaire, mais il peut être rendu obligatoire. C'est ça. Par l'État, en cas Voilà, de besoin. par l'État, en cas de besoin. Ce qui signifie que les jeunes qui sont un peu en conflit avec le civisme, si on peut ainsi dire, pourront être conviés à des séances de formation ou mises Pas en juste des jeunes, mission. même des adultes même qui sont. Oui, des il y a des adultes. adultes qui sont vraiment en Oui, conflit puisque aussi avec maintenant, le il n'y a plus de civisme. l'âge, Bien sûr. il n'y a Voilà, plus il y a d'âge des limite. limites. Voilà, Ça, il y a c'est pas bon. d'âge. Avant, c'était 35 ans, C'est ça, maintenant, il n'y a plus plus d'âge limite. oui. Donc, Brico, si ça se passe mal, on vous enverra quelque part pour faire du Ça volontariat sera ou du très bénévolat médiatisé. quelque part. Exactement. Moi, je pense- Mais la petite voix, c'est une petite note, la petite voix dans ma tête qu'Edith nous disait qu'ils sont nés dans certains pays. Je vous promets que si la prochaine expédition de civisme doit aller aux États-Unis pour faire de l'action humanitaire, Il aimerait bien. ils seront très nombreux. Allez, allez. Mais de toute façon, on comprend le renforcement un peu de ce cadre légal qui vient avec toutes ces évolutions auxquelles on fait face, tous ces nouveaux défis. Mais je ne vais pas arrêter de le répéter, ça ne sert à rien, pour moi en tout cas, de renforcer le cadre légal s'il n'y a pas d'engouement ou d'attraction vis-à-vis du civisme lui-même. Donc il y a derrière tout un travail de sensibilisation et d'éducation qu'il faut faire. Il y a un travail de proximité, Un travail de séduction. Oui, de c'est ça, séduction, voilà, rendre un peu plus sexy, comme tu le dis souvent, le civisme en lui-même et ce service civique. Mais il y a un travail de proximité également entre cet office et la population. Et je On pense a qu'ils besoin peuvent- de la ils peuvent connaître, s'inspirer. on a besoin de savoir où est-ce qu'il se trouve, on a besoin de savoir quelles sont ses actions, quelles C'est sont ça. ses prérogatives, comment y accéder. C'est Il pour faut ça que qu'ils je parlais communiquent auprès des d'accessibilité. parents, par exemple. Je pense qu'ils Totalement. peuvent s'inspirer de l'expérience éprouvée depuis de nombreuses années des scouts. Moi, j'ai été scout pendant 3 ans lorsque j'étais au lycée. Donc, scout laïque, pas religieux, mais scout laïque. Et le scoutisme, en fait, c'est une forme de service civique. On nous a appris à construire des cabanes avec juste des fils et du bois. On a dormi dans la forêt du Banco pendant 1 semaine. On a construit nous-mêmes nos propres latrines et tout. On a évolué ensemble dans la discipline. On nous a appris tout ce qui concernait l'engagement, le volontariat, le civisme. Je pense que l'Office national du service civique Et peut s'inspirer c'est de vrai ce que dit l'expérience Edith, hein. réussie C'est vrai ce que dit des Edith, scouts, parce que qu'ils soient laïcs toutes ou les pas. personnes qui Exactement. ont été, nouvelles. scouts ont un peu, quelque part, été impactées dans leur jeunesse par cette expérience. C'est une forme de service Mon militaire, père l'a hein. été et il m'a énormément parlé Bien de sûr. ça. C'est ça, c'est un peu un mini-service militaire, mais qui t'apprend une certaine discipline, une Et le certaine... respect des aînés. Mais vraiment, le civisme en lui-même. Qui inculque Ok. des valeurs. C'est C'est ça, ça, c'est ça. c'est ça. Élisée? Ben, moi, j'ai 2 notions sur lesquelles je veux réagir. Premièrement, déjà, il va falloir que dans la sensibilisation, dans la méthode d'approche pour inculquer le civisme, on puisse changer un peu les paradigmes. Il ne faut pas que le civisme soit perçu comme quelque chose... Comme une sanction. Voilà, comme quelque chose qui vient en termes de sanction. Non. Mais il faut qu'on change ce paradigme. Le service civique, vous voulez dire? Oui, le service civique, bien sûr, vienne comme quelque chose qui vient comme une sanction, en fait. Non, mais il faut qu'on voie ça comme quelque chose qui vient comme une éducation. Ça veut dire que éduquer à la citoyenneté, éduquer au civisme est quelque chose pour lequel tout le monde doit être prompt à participer. Ça, je voudrais vraiment que l'approche qu'on va avoir aille dans cette Si la dans notion, cette si la voie. notion, Rentre- si la rentre notion avec l'amour. éventuellement d'une Oui. obligation, ça. elle existe, c'est pour dire qu'à un moment donné, les gens ils traînent des pas En fait, il faut toujours. que le souvenir de la finis. sanction qui a été donnée aux élèves, aux enfants, où on les a ramenés à Bembresso pendant quelques jours pour les redresser, doit être évacué rapidement. Terminé. Je te laisse Je- terminer. Elle est très en jambes aujourd'hui. Oui, non, Edith, Écoutez l'émission. Mais on peut pas l'attraper sur le plateau. en plus. Donc, oui, bien sûr. Allez-y, Élisée, oui. Et deuxièmement, comme je le disais, la première chose, vraiment changer ce paradigme-là, pour ne pas qu'on voie ça dans un volet sanction, mais qu'on voie ça plutôt dans un volet de formation, d'éducation. Et la deuxième chose pour moi, sur laquelle on doit mettre l'accent, honnêtement dit, c'est le bénévolat et le volontariat. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est difficile que les uns et les autres s'engagent dans le bénévolat. Mais parce que Quand les on gens ont demande faim, même des parce que choses les pour- gens ont faim, ils Oui, veulent mais des choses quand on- derrière, des ils choses ont qui besoin d'un concernent la retour sur communauté. sur Mais le investissement. service civique prévoit Ils n'ont quand pas même, été éduqués à une ça. indemnité Voilà. Ils n'ont pour pas ceux été qui éduqués C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Je dis Non, donc, il on faut est qu'on- il faut d'accord, mais qu'on ce y- que je veux dire, c'est que derrière, il y a toute une mentalité aussi. C'est pour ça qu'il faut d'abord miser sur l'éducation. Parce que comment tu vas expliquer Vous et à moi, des personnes vous qui et ont moi faim, disons la qui même ont du mal à chose. trouver du travail, d'aller être bénévole? Vous et moi disons la même chose. C'est pourquoi je dis
avant de poursuivre, j'ai dit que l'une des choses qu'on doit faire, l'approche doit changer. Qu'on ne voit pas sur le volet de sanctions, mais qu'on voit ça sur le volet d'éducation et de formation. Quand on arrivera à ce niveau-là, vous verrez que les mentalités changeront. Et on va développer ce volontariat et ce bénévolat. Aujourd'hui, même pour des actions qui concernent la communauté, le bien-être de la communauté, on demande toujours des moyens. Quelqu'un qui son cadre de vie, peut-être se retrouver les samedis, se mettre ensemble, nettoyer le cadre. On va vous dire on demande des moyens. On demande des moyens. Là, j'aimerais bien que vous fassiez une précision. On demande des moyens. Ce que vous déplorez, c'est qu'on demande des moyens de rémunération. Parce que souvent, quand on demande des moyens, c'est ce que je tu demande des moyens pour c'est ce que je dis justement. Pouvoir ouvrir les caniveaux. Non, c'est ce que je dis justement. C'est ce que je dis justement. C'est-à-dire pour la cause de la nation, pour la cause de la communauté, il va falloir qu'on change un peu nos mentalités, qu'on soit plus animé par cet esprit-là de volontariat et de bénévolat. Les pays asiatiques nous le montrent bien. C'est le rôle du service civique. L'Office national de ce service civique devra avoir un vrai travail de communication. Alors moi, je peux vous assurer que je vais prendre ma fiche de pèlerin et j'irai à l'Office national. Et je vous enverrai, je vous promets que je vous enverrai les images sur ce plateau-là. Parce que on ira plutôt le directeur plutôt que les images. Seulement. Il viendra les images et le directeur. J'irai voir le directeur. Il viendra les images et le directeur. J'irai voir le directeur et je reviendrai avec lui. Parce que la question à se poser, est-ce que ça sera décentralisé? Comment ça va se passer? Oui, c'est prévu. C'est prévu qu'on fasse des centres un peu à l'intérieur du pays, dans les chefs-lieux de département. C'est prévu en tout cas d'ouvrir des centres. Donc l'objectif, comme le disait Rayana, c'est de rendre cela ludique pour attirer et les enfants, les jeunes et les parents aussi, parce que c'est les parents également qui vont donner leur autorisation à ce que leurs enfants. Quand vous dites ludique, vous nuancez. Ludique, une partie ludique. Non, quand je dis une partie ludique. Pas spécialement ludique, mais en fait attractive. Non, attractive. C'est pareil. Séduisante. Voilà, ludique, parce que nous, par exemple, lorsqu'on nous apprend, par exemple, à monter des cabanes ou à faire notre. Il y a ce petit aspect. Il y a ce petit aspect ludique quand même. Mais attendez, et où on se sent utile et tout ça. Ce n'est pas Disneyland non plus. À un moment c'est apprendre à se débrouiller tout seul. C'est une manière d'apprendre à se débrouiller. Non, rendre ça utile, je pense c'est mieux. C'est ça. Utile. Oui, très utile en fait. Mais le côté ludique est toujours attirant. Oui, bon. C'est pareil, même quand on va apprendre des mathématiques, lorsqu'on rend ludique l'apprentissage de mathématiques, c'est toujours utile. Oui, bien sûr. Maintenant, sur ce que disait Rayana tout à l'heure, ceux qui seront dans le service civique, enfin qui bénéficieront du service civique, auront quand même, chaque fin de mois, une indemnité. C'est important. Il y a un petit intéressement. Et même une couverture santé. Ça, c'est qui important. couvre à la fois les risques d'abord leur santé. Tout ça attire. Tout ça mais bien sûr, sûr, ça attire. Il suffit de communiquer sur ça et puis on a des personnes même qui ne savent même pas ce que c'est qui vont aller s'inscrire. J'irai me renseigner et je reviendrai. Et puis on espère avoir plus de proximité, notamment avec cet office, que ce soit sur les réseaux sociaux, qu'on voit plus de communication, de présentation et tout ça. Quand j'irai voir le et puis il y a quelque chose à noter. Là qui regarde l'émission. Il y a quelque chose aussi à mentionner, la participation au service civique est sanctionnée par une attestation de service civique. Et cette même attestation peut être substituée au certificat de position militaire exigé pour les concours. Donc, c'est une forme d'attraction, d'incentive. Parce que le service militaire, quand même, souvent, il est un peu chaud quand même. Surtout qu'il n'y a plus d'âge pour le service civique, ce qui est intéressant. C'est pour ça que quand vous parliez de ludique tout à l'heure, M. Alain Toussaint, c'est un peu opposé, parce que vous le voyez, lui, Alain Toussaint, parce qu'il parlait de moi tout à l'heure, dans les montées de cabane. La cabane du pêcheur. Oui, mais de toute façon, quand on s'adresse à plusieurs tranches d'âge, il faut bien avoir différents services qui... Une information importante quand même. Sur l'article 19, le temps effectif de service civique est pris en compte dans le calcul de l'ancienneté de service exigée dans les fonctions publiques de l'État, des collectivités territoriales, etc., sans pouvoir excéder une période cumulée de 24 mois. Donc, c'est le temps que vous passerez dans le service civique. C'est comptabilisé dans votre ancienneté. C'est très bien. Vous avez bien fait de nous en parler, M. Alain Toussaint. Merci beaucoup. Sachant que Mélissa nous a dit que plus on est ancien et mieux c'est. C'est ça, exactement. Tout à fait. Exactement. Mais je suis prêt à faire du coloriage, il n'y a pas de problème. C'est ludique. C'est Disneyland. J'aimerais bien servir pendant 2 ans. Tout ça, ce sont des formes d'apprentissage. Ce n'est non plus pas aussi une garderie. Non, mais tout ça, ce sont des formes d'apprentissage de la discipline. Tout à fait. Exactement. Ça sent quand même le jour du repos après, quand même sur le plateau. Merci à tous les 4. Merci beaucoup à nos équipes techniques et éditoriales. Merci à nos téléspectateurs. Merci à nos internautes. Merci d'être toujours aussi présents et nombreux
à suivre ce programme. On vous donne rendez-vous lundi. Parce que demain, sur ce même plateau, vous avez rendez-vous avec Connie et ses girls pour le Life Weekend. Prenez soin de vous et des autres. Et puis, j'oublie pas de le dire parce que c'est sa semaine d'anniversaire à notre responsable édito sur le rendez-vous. Maï Mike, c'est son anniversaire. Joyeux Donc, on lui dit anniversaire. joyeux anniversaire du fond du cœur. On a tous un petit mot pour elle. Un mot pour la définir, Ah, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Élisée, L'ami de tous. Madame Bleu, Pétillante. monsieur tout ça. Là. Mickey Mouse. Oh. Oh non Il est vraiment à Disneyland là. Alain, il reste Alain, quoi. Mickey Mouse, bravo. Fallait le faire quand même. Fallait le faire, ouais, non, fallait le faire. Vers la fin, du diesel quand même. Bleu au début et puis là on sprint quand même. Tout ça. Non, je pense qu'on C'est l'aime un beaucoup. sniper, en fait. On C'est l'aime un beaucoup, elle est sniper. toujours là pour nous. Et puis voilà. Elle se débat beaucoup en tout cas avec C'est ça, nous. c'est et ça. Oui, On va dire- on la fatigue un peu, énormément. mais Merci à On la elle est fatigue, efficace. tout le monde la Très fatigue. efficace. mais- efficace. On va dire. Moi, je pense qu'on peut quand même lui faire une petite ovation quand même. Bah oui, Voilà, ouais, non, bravo, clairement. Maï. Bravo. C'est Bravo. Alors, de ce pas, je range ma tablette, Nous aussi. vous aussi, et je vais à l'office du civisme. On t'accompagne. Service civique. On attend le directeur. On s'en va là-bas comme Alors, ça. je vais envoyer une information qui va vous faire plaisir. Oui. Demain, le Life Weekend reçoit Eudoxie Yao. Ouh. Allez, Dieu vous Faudrait garde, qu'il Dieu nous merci explique. vous qui met sur la que tu vois. À lundi.